Eh bien, bonjour à tous pour ce cours numéro 10, toujours Laurent Venet, la société Le Vol des Aigles, installée à Biscarrosse, école de pilotage, donc spécialisée dans l'ultra léger. Voilà, alors aujourd'hui, cours numéro 10, part 1, partie 1 de la météo. On va la décomposer en 3 cours, ce cours météo, donc sur l'atmosphère, le vent, les isobars, l'anticyclone, dépression, ce qu'on va faire ce matin. Partie 2, les vents. Ce sont des questions qui tombent au théorique, brise de mer, brise de terre, vent spécifique, Mistral, etc. Cours assez rapide. Et partie 3, les fronts, front chaud, front froid, la traîne, etc. Et exploitation aussi des messages météo, METAR, TAF, TEMSI, WinTem et tout le Bataclan. Donc voilà, alors rentrons dans le vif du sujet de ce cours numéro 10, part 1, météo, l'atmosphère. Donc en gros, on a 30 km d'atmosphère qui nous pèsent sur ses épaules. Ce qui va caractériser une atmosphère, eh bien, il y a plusieurs critères. Sa pression, sa température, sa densité, sa vitesse de déplacement, etc. Donc l'atmosphère, en gros, ce sont des gaz. Et à ce qu'on pourrait croire, l'atmosphère est composée non pas majoritairement d'oxygène, mais d'azote, à hauteur de 78%. C'est énorme, hein. 78% d'azote, ensuite 21% d'oxygène et 1% de gaz rare. Voilà, donc ça c'est la composition de notre atmosphère qui exerce une colonne à peu près de 30 km de hauteur au-dessus de nos têtes et qui va exercer forcément une pression. Alors, dans cette atmosphère, il va y avoir des échanges thermiques, c'est-à-dire que cette atmosphère, elle va se refroidir, se réchauffer, etc., etc. Et ces échanges thermiques vont s'effectuer selon 3 critères, le rayonnement, la convection et la conduction. Donc, qu'est-ce que le rayonnement ? Le rayonnement, c'est simple, hein, c'est le soleil. Le soleil qui va réchauffer la planète Terre. Et ce réchauffement va provoquer de la diffusion de chaleur dans les basses couches. Le rayon de soleil va taper, rebondir et créer du rayonnement et diffuser de la chaleur dans les basses couches de l'atmosphère. Donc ça, c'est les échanges thermiques liés au rayonnement. Il y a aussi ce qu'on va appeler la convection, les rayonnements de convection. Alors ça s'applique au gaz, la convection au gaz ou au liquide. Ça veut dire que généralement un gaz ou un liquide qui s'échauffe va monter. Et ensuite, il va se refroidir et donc il va redescendre. Donc ça va créer ce qu'on appelle une convection. Air chaud s'élève, air froid redescend. Dans une pièce, typiquement, quelquefois, vous mettez un radiateur en marche, vous éloignez, puis vous voyez cette condensation-là qui monte. Enfin, ça fait comme une ondulation d'air, une colonne d'air chaud qui monte. Donc vous voyez bien que l'air chaud s'élève. Dans une pièce, il fait toujours plus chaud en haut qu'en bas, au ras du sol. Hein. Donc ça, c'est ce qui va créer donc ces courants verticaux ascendants et descendants. Les planeurs, l'été, ils adorent vraiment se servir de ces mouvements de convection pour monter et puis ensuite partir en navigation. Donc ça, c'est la convection. Et ensuite, il va y avoir ce qu'on appelle la conduction. À la conduction, c'est les parties chaudes sur la Terre qui se réchauffent liées au rayonnement du Soleil et qui vont ensuite, en gros, se répartir sur les zones froides. Ça, c'est la conduction. Par exemple, une casserole d'eau que vous faites chauffer, le manche, il devient chaud. C'est ce qu'on appelle la conduction. C'est-à-dire la matière va réchauffer les parties qui sont adjacentes ou à côté de l'endroit où ça chauffe. Donc voilà, donc les échanges thermiques dans l'atmosphère se font par rayonnement, convection et conduction. Ok, ça c'est vu. On va maintenant parler de variation de température en altitude et aussi dans le temps. Donc dans le temps, lors d'une journée, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a parlé dans le cours, je ne sais plus combien, c'est que la température décroît à partir du moment où le soleil a passé le zénith, donc Z plus 1 en hiver, Z plus 2 en été. Donc à partir de là, la
température commence à décroître jusqu'à son point minima qui correspond au lever du soleil plus 30 minutes. À partir de là, la température va réaugmenter jusqu'à son point culminant où elle va redescendre. En gros, ça c'est la variation de température dans la journée. Tac, tac, tac. On avait parlé de la formation de brouillards matinaux, etc. Donc dans l'adiabatique, le cours de l'adiabatique qui était le cours précédent. En altitude, le gradient de température va aussi évoluer. C'est-à-dire que plus vous allez monter en altitude, plus la température va descendre. Et ça, c'est valable jusqu'à la 11 000 mètres. Ça, c'est la couche qu'on appelle la troposphère. C'est-à-dire qu'à partir de là, selon les lois de l'atmosphère standard, qui disent qu'on perd 2 degrés par tranche de 1000 pieds, la température va décroître jusqu'à la température, en gros, de moins 56 degrés. À partir de là, on va rentrer à 11 000 mètres dans une autre couche d'atmosphère qu'on appelle la tropopause. Et la température, elle, va être constante. Elle va être stabilisée entre moins 54 et moins 56 degrés. C'est pour ça que lorsque vous êtes en avant de ligne, vous voulez en gros dans la tropopause, vous voyez sur vos téléviseurs, là, quand vous voyez l'avion de ligne qui traverse l'Atlantique, etc., une température constante. Et là, on rentre dans ce qu'on appelle le domaine d'isothermie, c'est-à-dire que la température ne décroît plus, elle n'augmente plus, mais elle ne diminue plus non plus. Ça va être valable en gros jusqu'à 20 000 mètres, où là, vous allez rentrer dans une autre couche qu'on appelle la stratosphère. Et là, il va y avoir une inversion, c'est-à-dire que la température va de nouveau réaugmenter. Donc ça, c'est le gradient de température lié à l'altitude dans les différentes atmosphères. Donc troposphère, tropopause, stratosphère. Je vous fais voir ici. Donc là, vous voyez bien que la température décroît jusqu'à moins 56. Ensuite, elle se stabilise. Et ensuite, elle réaugmente. Ça, c'est le gradient de température en altitude. Maintenant, on va parler du gradient de pression. On a dit ce qui caractérisait une masse d'air, c'était sa température, sa pression, sa vitesse de déplacement, sa densité, etc. Donc là, le gradient de pression. Atmosphère standard, on a vu aussi que plus on s'élevait en altitude, moins il y avait de pression. Donc le gradient de pression, jusqu'à une altitude de 2000 mètres, on estime qu'on perd, selon les lois de l'atmosphère standard, 1 hectopascal tous les 8,5 mètres ou tous les 28 pieds. Au-delà de 2000 à 4000 mètres, on va perdre 1 hectopascal tous les 41 pieds ou 12,5 mètres. Et au-delà de 4000 mètres, 1 hectopascal tous les 15,5 mètres ou 51 pieds. Vous retenez bien les basses couches, 1 hectopascal tous les 28 pieds. Donc gradient de pression, il n'est pas linéaire. Vous voyez que plus vous montez, plus la baisse de pression, elle s'infléchit. C'est normal parce que plus on monte, moins il y a d'atmosphère, moins il y a de gaz. Okay, donc voilà. 28 pieds jusqu'à 2000, 41 jusqu'à 4000 et au-delà 51 pieds. Avec pas de salle, tous les 51 pieds. Ça, c'est ce qu'on appelle le gradient de pression. Maintenant, le gradient de pression au sol. Donc, sur la surface Terre, évidemment que la pression au niveau du sol, on en a parlé la dernière fois aussi dans le cours altimétrie, la pression au niveau de la mer n'est pas la même qu'aux pressions au niveau du Mont Blanc, etc. Donc les pressions varient au niveau du sol, okay, selon la masse d'air et selon aussi l'altitude du terrain sur lequel vous êtes. Donc sur la planète Terre, il y a des plateformes qui vont relever des pressions atmosphériques à l'endroit où vous êtes. Alors, sur les aéroports, il y a des stations météo, dans l'océan, sur les plateformes de pétrole. Donc, on va relever les pressions atmosphériques du moment en fonction de la masse d'air. Et on va relever les points de pression atmosphérique. Et puis, on va se rendre compte qu'à des endroits, il y a des mêmes pressions qu'à un autre endroit. Et ces points de même pression, on va les relier et on va former des lignes, des courbes. Ce ne sont pas des lignes rectilignes, il va y avoir des courbes, etc. Ces lignes qui rejoignent les valeurs de même pression, on va leur donner un nom, vous en avez déjà entendu parler, c'est ce qu'on appelle les isobars. Voilà, donc ici, l'hémisphère nord, la France, l'Italie, l'Espagne, on va rejoindre les champs de même pression. Et là, on forme des lignes isobars. Donc là, on a la 1015, la 1010, la 1020, etc., etc. Donc, on a relié des points de même pression. C'est ce qu'on appelle les lignes isobars. OK ?
Donc ça, c'est la variation de pression au niveau du sol. Alors ces lignes isobars vont permettre de nous définir des zones de haute pression, 1020, 1030, 1025, etc. Ça, c'est des pressions atmosphériques hautes, et des zones de basse pression, 990, etc. Donc déjà de caractériser deux masses d'air, masse de haute pression, masse de basse pression. Alors, masse de haute pression, par exemple ici, on voit qu'on crée des lignes isobars qui vont créer des cercles, et plus ce cercle va former plutôt un cercle concentrique en son milieu, et on voit que les valeurs des pressions, elles augmentent en se rapprochant du centre. Ça, c'est un centre de haute pression, on va lui donner un nom, on appelle ça un anticyclone. Si je remplace la valeur de pression par des mètres, je pense que votre génération, il y en a quelques-uns qui ont fait le service militaire, mais je pense qu'il y en a pas mal qui ne l'ont pas fait. Vous vous souvenez, on liait des cartes avec des valeurs altimétriques. Et bien là, si je remplace la valeur de pression par des mètres, le centre, c'est l'endroit où il y a plus de hauteur, plus de haute pression. Et bien, votre anticyclone, il ressemble plutôt à une montagne. Plus ce variation de pression est faible sur la distance, plus la montagne elle est pentue avec une pente raide. Alors une pente raide, on verra ça, que ça a un impact tout à l'heure au niveau des vents, c'est-à-dire plus vous avez une pente raide, plus les vents sont forts. Plus la pente est faible, moins les vents sont forts, et plus la montagne, c'est le massif central, c'est pas l'Himalaya. Ok ? Donc, ce que vous devez retenir, c'est que un anticyclone, les variations de pression en cercle concentrique, elles vont augmenter en allant vers le centre. En s'éloignant du centre, elles vont diminuer. Ok ? Maintenant, à l'inverse, on va avoir des centres dits de basse pression. Donc, et ça va être plutôt des cercles concentriques où le centre, c'est l'endroit où il y a le plus de basse pression. Basse pression, je suis en dépression. Anticyclone, haute pression, j'ai plein de fort. Dépression, basse pression, dépression. Donc la dépression, c'est l'endroit où la pression est la plus basse en son centre. C'est-à-dire que quand je m'éloigne du centre, les pressions réaugmentent. Quand je vais vers le centre, les pressions diminuent. Idem, si je remplace ma valeur de pression par des mètres, la dépression, ça va plutôt former un volcan. D'ailleurs, voilà, plus le volcan est pentu, plus la dépression, elle est active. Plus le volcan, il est plat, pareil, moins la dépression, elle est active. Okay ? Donc, haute pression, anticyclone, basse pression, dépression. Ensuite, il y a d'autres masses d'air, ce qu'on appelle des marées barométriques. Alors, marées barométriques, ça veut dire qu'il y a des très faibles variations de pression sur de très grandes distances. En gros, ça veut dire marée, c'est plat, il ne se passe rien. Il n'y a pas de vent, les phénomènes météo évoluent très peu. Donc ça peut être des phénomènes en été ou en hiver sur la Russie, là-bas, où il fait très chaud, il y a un couvercle et il ne se passe rien. Okay ? Marée barométrique. Donc, variation très faible de pression sur des grandes distances. Donc voilà, on vient de caractériser des masses d'air, anticycloniques, dépression et marée barométrique. Deux autres notions que je vais rajouter, c'est la notion dite de talweg et de dépression. En gros, et de dorsale, pardon. Le talweg, c'est quoi ? Vous prenez la dépression, c'est le fond d'une vallée, c'est une coupe. C'est-à-dire que plus le talweg est important, plus la dépression elle est active, plus il y a une grande vallée, vous imaginez. Et la dorsale, c'est l'inverse, c'est une coupe qui va vous donner, en gros, la forme de votre montagne, c'est-à-dire plus c'est conique, plus ça monte fort, plus c'est un anticyclone actif. Donc talweg, c'est un axe de basse pression, dorsale, c'est un axe de haute pression. Voilà. Donc en gros, on a ça. Dépression, anticyclone, marée baro, talweg, dorsale. Ok ? Concernant les pressions et les lignes isobars. Donc ce qu'il faut retenir aussi, c'est que, souvenez-vous, cours numéro 1, la nature a horreur du vide, équilibre des pressions, machin, etc. C'est que le gradient horizontal de pression vont faire que les masses d'air vont toujours se déplacer des centres de haute pression pour aller combler le vide vers les centres dits de basse pression, pour équilibrer tout ça. Donc les masses d'air se déplacent vers les centres de haute pression, vers les centres de basse pression. Ces masses d'air, en se déplaçant, elles créent forcément du vent.
C'est ça le vent. Mon gamin, une fois, m'a dit, papa, c'est quoi le vent? Ah, bah, c'est des déplacements de masse d'air de haute pression vers les basses pressions. Okay, les vents, eux, vont être toujours parallèles aux lignes isobars. D'accord? C'est-à-dire que vous avez une ligne isobare, le vent, il ne souffle pas comme ça, il se déplace en gros parallèle aux lignes isobars. Et plus vos lignes isobars sont resserrées, plus la force du vent est élevée. On verra ça dans la partie 2 du cours. Plus les lignes isobars sont espacées, plus le vent est faible. Okay, donc ces masses d'air, elles se déplacent parallèles aux lignes isobars et elles vont aussi être déviées par la droite dans l'hémisphère nord et déviées par la gauche dans l'hémisphère sud. Ça, c'est lié à la force de Coriolis. Qu'est-ce que la force de Coriolis? C'est la rotation de la Terre. C'est-à-dire que si vous êtes en suspension dans la masse d'air, vous êtes en déplacement en vol ou un nuage qui se déplace, le fait que la Terre tourne par la droite, et ben, cet objet, et ben, s'il décolle d'un point A, il va forcément avoir une trajectoire où la Terre elle va par là, qui va obliquer par la droite dans l'hémisphère nord et à l'inverse dans l'hémisphère sud. Donc il paraît que, bon, j'aimerais vraiment faire une gaffe, mais bon, faites-le. On remplit un évier, alors pas bon pour la planète, d'eau sale plutôt que d'eau propre. Vous laissez écouler l'eau et vous allez voir, il y a un petit tourbillon qui tourne par la droite. Il paraît que dans l'hémisphère sud, c'est l'inverse, ça tourne par la gauche. C'est pas il paraît, c'est une logique, c'est la force dite de Coriolis. Ok ? Voilà, donc voilà tout ce qui concerne les masses d'air. On verra tout à l'heure dans la partie les vents associés à ça. Donc ce que vous devrez retenir, donc les masses d'air sont caractérisées par des températures, des pressions, des densités, des vitesses de déplacement. On a vu que les lignes isobars, que plus c'était resserré, plus il y avait de vent, etc. etc. Donc, eh bien, j'espère que ce petit cours vous introduit sur les masses d'air avant d'attaquer les partout et les parties. Voilà, bonne journée à tous, bon vol.